Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Joupex et bienvenue dans la critique analyse du chapitre 1097 de One Piece. Critique qui sort lundi, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps ce week-end de m'occuper de tourner la critique vu que j'étais en échange avec des patrons pour travailler cette semaine. Donc, les amis, ce chapitre 1097... Que pouvons-nous en dire? Beaucoup d'évolutions et de... Finalement, on reste dans le flashback, comme je vous l'avais dit. On n'est pas sorti du flashback et d'ailleurs dans le 1098, on sera encore dans le flashback. On aura le dénouement de l'histoire de Kuma. Chapitre très intéressant, on voit comment Jinny évolue, on voit comment Kuma évolue, on a un travail sur les caractères qui sont faits, on voit que Kuma prend beaucoup sur lui, que ce soit au niveau des souffrances. D'ailleurs, on peut tout de suite imaginer... on va faire attention, faites travailler votre mémoire, on va retourner à Thriller Bark, je pense, en voyant ce chapitre, parce que ce chapitre, il faut le dire, nous permet de voir que Kuma, en plus de prendre sur lui énormément de douleur des autres, et donc en plus d'être quelqu'un de bon, a énormément d'affection pour Dragon, énormément d'affection pour ce que représente son mouvement de la liberté et son armée qui deviendra l'armée révolutionnaire. Je pense qu'on peut dire qu'à Thriller Bark, si Zoro ne l'avait pas interrompu, lors de la scène où il enlève la douleur de Luffy, il l'aurait prise. Je pense. Néanmoins, le fait est que Zoro s'est interposé, il a donc mis Zoro sur le fait accompli de est-ce que tu es vraiment prêt d'aller jusqu'au bout pour ton ami. Ce que je trouve très beau parce que, alors des gens vont peut-être dire mais je pars trop loin, mais pour moi je pense qu'il faut le voir comme tel, il faut comprendre l'œuvre comme tel, c'est que Kuma a voulu peut-être voir avec ce qu'a fait Zoro, parce qu'en plus de voir que Zoro a pensé protéger son capitaine de l'attaque d'un grand corsaire, il l'a mis sur le fait accompli de tu veux le protéger, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour lui? Et ce qui est drôle, c'est qu'il ne faut pas oublier Sanji, parce que Sanji avait été prêt à le faire, et Zoro avait pris la place de Luffy, mais aussi de Sanji qui souhaitait aussi se sacrifier pour Luffy. Je tiens à dire que je pense d'ailleurs que Sanji aurait largement pu encaisser la douleur de Luffy, surtout quand on sait maintenant que c'est un corps génétiquement modifié, etc. Outre ça, par rapport à Kuma, outre ce petit aparté sur Kuma, Thriller Bark, etc. Je pense que, par exemple, pour juste sortir de Thriller Bark, je pense que Kuma aurait pu facilement encaisser la douleur de Luffy. Pourquoi? Parce que je vous l'ai toujours dit que dans One Piece, ce qui est bien, c'est que les rapports de puissance prennent en compte énormément de choses. Kuma, c'est un immense tank. Il n'y a pas d'autre mot, je n'ose imaginer à quel point il doit supporter la douleur. Je m'explique. On voit dans le chapitre que toutes les semaines, les personnes pauvres et vieilles, malades, viennent se faire retirer leur douleur auprès de Kuma. Et quand on voit la taille de la patte de douleur qui est face à Kuma, et Kuma est quand même immense, autant vous dire que s'il a fait ça toutes les semaines pendant des années, autant vous dire que sa tolérance à la douleur doit être énorme. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on peut se dire Kuma est un énorme tank. En plus d'être très puissant, un peu comme Kaido finalement. Je m'explique. Si on fait une comparaison chez les empereurs, Kaido et Barbe Blanche, pour moi le plus endurant est Kaido, mais le plus puissant est Barbe Blanche. Pour moi, Kuma fait partie de la catégorie comme Kaido, c'est-à-dire très endurant, capable d'encaisser énormément de douleur, mais à contrepartie peut-être inflige moins de dégâts. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai super apprécié aussi le fait que du coup on voit qu'il fait ça, qu'en tant que pasteur il invite les personnes malades, etc., à venir le voir une fois dans la semaine pour leur enlever leur douleur, etc., leur souffrance. Et en fait on voit que Jinny, elle au contraire, elle apprécie pas du tout cela. Ça s'explique, elle est amoureuse de Kuma, elle va d'ailleurs dans le chapitre, on va voir le moment où elle le demande en mariage. Et en fait, c'est plutôt logique, même si l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes fait le bien,
si tu vois cette personne que tu aimes se retrouver dans des états de santé, de fatigue physique extrêmement douloureux toutes les semaines, je peux comprendre qu'au bout d'un moment ça te gave. Et en fait c'est tout simplement ce qui se passe dans le chapitre, c'est que Ginny en a marre et là où Kuma dit mais non il faut le faire, ça aide les gens, Ginny elle est pas du tout dans ça quoi. Donc j'ai vraiment aimé ce début de chapitre où on voit vraiment Kuma qui de son côté, donc sud de l'île et avec le quartier pauvre et tout, prend soin des personnes âgées, etc. C'est vraiment très touchant, ça nous rajoute de l'empathie aux personnages, etc. D'ailleurs c'est Ginny aussi qui dit aux gens que non, tout simplement il vous prend déjà votre douleur le week-end, il pourra pas le faire en semaine en plus, etc. C'est impossible, tout simplement parce que c'est elle qui prend soin de lui et qui connaît le mieux son état de santé après avoir récupéré la douleur. On va parler un peu du royaume du sorbet, du fait qu'ils ont un nouveau roi qui lui du coup paie le tribut céleste. Il a donc choisi d'être sous la protection des dragons célestes et du gouvernement mondial. Est-ce qu'on doit prendre ça comme une info comme quoi l'ancien roi de Sorbet ne le payait pas le tribut et donc Sorbet n'était pas une île affiliée au gouvernement mondial? Là on est quand même dans du flou. Outre ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, non, on voit encore l'évolution de Kuma et Ginny, donc je vous en parlais un peu plus tôt, avec Ginny qui demande en mariage Kuma, moment très, encore une fois, encore très touchant, avec Kuma qui pense à ses parents et au fait que seul son père était un boucanier, là où sa mère ne l'était pas, et qui donc transpose son histoire personnelle et l'histoire de ses parents à lui et Ginny. C'est assez touchant parce que du coup Ginny veut se marier avec Kuma parce qu'elle l'aime, parce qu'elle veut le rendre heureux, là où Kuma lui dit on n'a pas besoin de ça, je suis déjà heureux, il ne veut pas la faire souffrir. Donc c'est très cool de voir même la relation de Ginny-Kuma parce que ça montre même des traumas que peuvent avoir des gens à cause des dragons célestes sur le fait d'aimer quelqu'un. Kuma ne veut pas aller plus loin dans son amour avec Ginny jusqu'au mariage parce qu'il transpose son histoire personnelle et l'histoire de ses parents sur sa propre vie à cause de ce qu'a fait les dragons célestes. Et souvenez-vous qu'ont fait les dragons célestes, en plus de prendre son père et lui-même en esclave, ils avaient pris aussi sa mère qu'ils avaient tout comme son père fini par abattre. Donc autant dire que c'est sinistre, on est dans un flashback qui est très touchant, c'est énormément, je sais pas comment l'expliquer, je trouve que cette suite de chapitres où on est dans le flashback de Kuma est il y a beaucoup d'émotions qui s'en dégagent, il y a beaucoup de choses touchantes. On arrive donc sur le moment où je vous le disais, où Kuma va par le journal en apprendre sur Dragon. On voit d'ailleurs, attention c'est important, il n'a pas son tatouage. On a encore dans le chapitre les deux zigotos qui avaient lancé des cailloux sur Kuma plus jeune et qui tout simplement, je pense que vous avez raison, je pensais que ça avait aucun lien, mais finalement vous semblez avoir raison, ceux qui pensaient ça, qu'il semblerait que ce soit bien ceux qui accompagnent et qui font partie de l'équipage de Bonnie. Alors je fais écho à ce que j'ai dit lors de ma réaction live parce que vraiment ça m'a choqué. Je trouve que Ginny a des airs de ressemblance énormes sur certaines cases avec Nami. Alors attention, on est dans la théorie, on est dans l'imaginaire, dans l'imagination, dans le délire complet. Mais c'est vrai que nous ne connaissons pas l'avenir biologique de Nami, nous ne connaissons pas le lieu de naissance de Nami, nous ne connaissons pas l'endroit où Nami a été récupérée par Belle-Mère et donc la marine avec Nojiko. Et en fait ce chapitre, alors attention, peut-être que je dis complètement des conneries, mais je trouverais ça quand même un très beau lien. C'est-à-dire que je trouve que Ginny a des airs de ressemblance de profil, etc., ou dans certaines choses à Nami. Et dans le chapitre on va aussi voir que le roi de Sorbet, le nouveau roi, a divisé son île en deux. La partie nord et le royaume de Sorbet est protégé et sous la tutelle du gouvernement mondial, là où la partie sud, là où habite Kuma, etc., et le village des pauvres et des vieux, est une île, est une zone de non-droit. Ça serait touchant que Kuma, en revenant, ou va savoir comment, qu'il se soit passé quelque chose, et que
Ginny soit la mère de Nami, et que en fait les enfants, étant donné qu'on le voit dans le chapitre, Kuma et Ginny sont devenus des révolutionnaires, étaient restés sur Sorbet, éduqués peut-être par cette population, et que en plus de se revoir et en se retrouvant sur Sorbet, Ginny et Kuma ont profité pour voir leur enfant. Ça serait drôle de voir que du coup Nami a comme sœur adoptive Nojiko et comme sœur biologique Bonnie, mais Bonnie, on reviendra plus tard, j'ai une petite idée aussi sur elle. Enfin bref, là on est dans la pure idée théorie. Je trouverais ça drôle, mignon si c'était le cas, de voir qu'en fait Kuma et Ginny ont eu un enfant. Nami, qui serait éduquée par la partie sud, et à un moment la partie sud se révolte, où il se passe quelque chose avec les révolutionnaires ou quoi qu'est-ce, et la marine rentre en conflit sur la partie sud du royaume de Sorbet. Belle-mère retrouve les enfants lors de cette opération, s'occupe de Nami et Nojiko, et vous connaissez la suite de l'histoire. Pour ce qui est de Kuma, on va ensuite encore une fois avancer dans son histoire, et on va le découvrir en train d'aller libérer des gens kidnappés dans son royaume par le roi et le royaume. Il va donc, on va le voir, tout de suite être considéré comme un monstre aux yeux de la ville nord, des gardes de la ville nord, là où pour la ville sud et pour les villageois, c'est un simple pasteur, et il va donc être arrêté. Pourquoi ? Tout simplement parce que même si il défend, ne pardonne pas le roi, défend les villageois et les personnes emprisonnées et qui seraient vouées à devenir esclaves avec des gros sous-chocs dans leur gueule, il va se faire emprisonner. Et en prison, il va retrouver Ginny et encore les trois comparses de peut-être sa fille plus tard dans son équipage, qui en fait vont tout simplement lui dire écoute, en fait t'as voulu libérer des gens toi Kuma, tu t'es retrouvé en prison. Moi je pense qu'il s'est retrouvé en prison en échange de la liberté des gens, c'est pour ça qu'on voit personne d'autre que dans la prison. Et eux finalement, Ginny et les autres, qui lui disent en fait figure-toi que on t'a pas vu revenir, donc on savait que t'étais en prison, donc en fait on est venu leur péter la gueule pour te libérer toi aussi, mais bon ça l'a pas fait quoi. on s'est fait battre, donc assez rigolo. Et on voit que Kuma il commence vraiment à avoir une haine pour le royaume de Sorbet, parce que c'est un royaume qui, sous la tutelle du gouvernement mondial et avec ce nouveau roi, devient vraiment horrible, commence à emprisonner des gens, à pratiquer peut-être l'esclavage, sûrement même. Et on voit que ça touche Kuma, mais dans la colère, dans la haine. Ce qui est assez beau, parce que finalement on le voit dans des moments beaucoup de bonté, de sourire, de joie, et en fait par moments on le voit aussi très en colère, très empli de haine. Et là où Ginny va lui apprendre, on va lui dire que d'après elle, tout simplement c'est simple, il paye le tribut céleste, le nouveau roi, il est affilié au gouvernement mondial, il doit recevoir des ordres d'au-dessus, des dragons célestes eux-mêmes, ceux qui avaient fait le jeu macabre avec eux, etc. Donc voilà, donc elle lui dit écoute, en fait par ces mots on comprend qu'elle lui dit écoute, on n'a qu'à défier ce pays, en fait on n'a qu'à libérer Sorbet de toute cette merde en le défiant quoi, et on montrera notre volonté de combattre le gouvernement mondial par la même occasion quoi. Et s'en vient l'attaque de Dragon. Alors c'est très important de revenir sur l'attaque de Dragon les amis. Pourquoi ? Parce que Dragon est tout simplement en tenue, dans la même tenue et dans le même chara-design que celui où il rencontrera Vegapunk avec les géants sur l'île l'île de Robin. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah, je l'ai plus. Ohara, pardon. Donc il n'a pas son tatouage sur son visage. Il a la même tenue un peu de révolutionnaire avec ses étoiles, etc. Sans bandeau, tout de même avec les carreaux
est au niveau de sa jambe. C'est très important parce que c'est le même chara-design finalement qu'il va avoir en tatouage sur son visage. On voit quelque chose de très cool, c'est du coup on se rend compte qu'au moment où les révolutionnaires, l'armée de la révolution et l'armée révolutionnaire s'occupent du royaume de Sorbet et libèrent le royaume de Sorbet. On se rend compte qu'en fait c'est sûrement une suggestion qu'avait pu émettre Ivankov pour libérer et retourner voir ses amis, peut-être parce qu'ils avaient eu bruit et vent, parce que finalement je pense que c'est pas partout et dans le monde qu'on entend parler d'un pasteur qui enlève les douleurs ou qui combattrait des rois. Donc je pense que l'armée révolutionnaire et Ivankov ont eu vent que sur l'île où j'ai laissé ma petite sœur et mon ami, ils se sont fait emprisonner, etc. Donc assez chouette de voir qu'ils sont venus le libérer et de voir que Ivankov leur dit ben voilà, écoutez, vous êtes restés là, vous avez commencé à faire votre petite nouvelle vie, tout ça, moi je suis revenu vous sauver avec mon chef Dragon qui est là, on va sauver ce royaume, ce qu'ils vont faire d'ailleurs, parce que on voit que le roi est détrôné, on voit que la politique esclavagiste est abolie, on voit que le royaume renaît de ses cendres, revit par l'action des révolutionnaires, et donc il leur dit ben voilà, moi j'agis pour tous ces gens qui vivent ce que nous on a vécu, ces horreurs que nous on a vécues, rejoignez-nous, combattez avec nous, changeons le monde ensemble. Et c'est cool de voir tout simplement l'armée révolutionnaire se faire, et donc Kuma et Ginny rentrer dans l'armée révolutionnaire. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas l'impression, je pense qu'Oda y aurait pensé, que les trois loustiques amis de Kuma d'enfance de l'île de Sorbet, que vous pensez faire partie de l'équipage de Bonnie, n'ont pas l'air d'avoir pris la mer avec les révolutionnaires. Je pourrais dire, si je le voulais, qu'on pourrait imaginer qu'il ait gardé les enfants de Ginny et Kuma. Bon, et que ça serait pour ça que Bonnie est avec eux, hein. On pourrait se dire ça. Bon, non, mais attends, on part un peu loin, mais bon, moi, vous le savez, les théories, j'ai toujours dit qu'il faut essayer de... Si moi je fais des théories, je l'ai toujours dit, les théories, elles sont faites pour... Tu imagines quelque chose, tu le mets en avant, bon, mais s'il y a un truc, il faut que tu puisses accepter qu'on te dise, ah mais non, mais regarde, ça serait pas logique, ce qui est donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, les trois loustiques qui étaient toujours avec Kuma et Ginny sont restés sur l'île, ils gardent Nami et Bonnie, tu vois, tu pourrais, tu vois, si je veux donner un sens à ma théorie, tu vois. Bon, derrière, ce qui est cool, c'est qu'on va voir Dragon, encore une fois, qui se plaint. Et là, on a un rapport avec Vegapunk. Je vous en parlais tout à l'heure de Vegapunk, Ohara et de Dragon. Qu'est-ce que dit Dragon ? Il dit on manque de fonds, on manque encore de fonds. Donc, c'est arrivé souvent que l'armée révolutionnaire soit en manque d'argent. Et ça fait écho tout de suite à Vegapunk, je vous en parlais, parce que Vegapunk, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je ne peux pas m'associer à toi, Dragon, parce que je n'avancerai pas, je ne pourrai pas faire mes recherches, je ne pourrai pas développer ce que je veux développer, parce que je n'aurai pas l'argent. Et c'est pour ça qu'on peut se le dire tout de suite. C'est que Vegapunk, que ce soit sur son île natale, sur Pankazar ou sur Egghead, les laboratoires qu'il a sont financés par le gouvernement mondial, et c'est pas des petits laboratoires. C'est des choses immenses où il a pu créer d'énormément de choses, imaginer énormément de choses, etc., etc. Donc il lui faut des moyens. Et quand on voit que juste pour faire la révolution, l'armée révolutionnaire elle-même a un manque de moyens, on peut comprendre pourquoi, oui, il a eu raison financièrement de ne pas s'allier aux révolutionnaires Vegapunk. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit, voilà, ce qu'on sait déjà, c'est qu'Oda va nous dépeindre un peu ce que fait l'armée révolutionnaire, le fait de, comme des mercenaires, aider des rébellions pour renverser des rois, mais ça, on le savait depuis un moment. On va voir le bateau de Dragon de l'époque, parce que ce n'est pas, il faut vous en rendre compte, ce n'est pas le bateau actuel de Dragon, c'est son ancien bateau, étant donné qu'on le sait que son bateau, on l'a vu lors du flashback
Les amis, on l'a vu lors du flashback de Luffy avec le Mont Corvo, Sabo, Ace, quand il sauve Sabo, il a un nouveau bateau. Et donc on peut voir son ancien bateau avec en fait les voiles sont noires avec une croix blanche. En fait c'est même pas une croix blanche, on dirait un peu, je dirais, en fait, je ne sais pas si c'est ça, mais on dirait presque une flèche ou une lame qui transperce une couronne de ce qui pourrait donner le symbole révolutionnaire. Bon, va savoir, mais très, très sympa. Moi j'adore quand Oda dessine des bateaux. Et là, on va apprendre comment Dragon a appris Asgard. Alors c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que ça répond à l'idée que beaucoup de gens avaient. Moi j'avoue, je ne faisais pas partie des gens qui pensaient forcément que c'était ça. Je me posais pas trop de questions pour savoir comment Dragon avait appris à se battre, étant donné qu'il y a tellement de réponses possibles. Mais on va apprendre finalement que Dragon, et ça c'est pas rien, était un marine. Et oui les amis, et ça c'est pas rien. C'est pas rien parce que on peut tout de suite s'imaginer quel rang était-il dans la marine, mais c'est pas finalement ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. Il dit « Malheureusement, je n'y ai pas trouvé de justice ». Et ça, c'est important. Alors, j'ai vu des gens à la sortie du chapitre, donc moi, vous le savez, quand je fais la réaction live, donc je ne me spoil pas, j'attends, le chapitre sort, je le lis, ensuite je regarde souvent les réactions des gens sur les réseaux, sur ce qu'ils pensent du chapitre, et j'ai vu des gens critiquer Garp en disant ben voilà, regardez, Garp c'est vraiment une merde parce que son fils, lui, il a quitté la marine parce qu'il n'y avait pas de justice. Garp, c'est différent. Garp, il faut pas oublier un truc, c'est que la marine, c'est pas des méchants, la marine. Je m'explique. La marine et Garp sont des personnes bonnes qui veulent, et par leur action, protéger des gens et de même maintenir une justice. Garp n'a pas quitté la marine parce qu'en son sein de la marine, il a créé le Sword pour avoir un côté interne et pour rendre la marine meilleure en étant dedans. Ce n'est pas parce que Dragon, lui, ne s'est pas retrouvé dans la marine, parce que Dragon a eu besoin de faire plus, parce qu'il ne se retrouvait pas en ça, que ça fait de Garp des marines des gens mauvais. Non, il ne faut pas le voir comme ça, il faut vraiment le voir comme Dragon. Garp avait réussi à en faire un marine, il a fait sa petite carrière, il s'est rendu compte pour maintes et maintes raisons que ça n'était pas assez satisfaisant pour lui, que c'était pas suffisant pour lui pour ce qu'il voulait, de la liberté, de la justice, etc. Et donc il est parti et il a fait l'armée révolutionnaire parce qu'il voulait pouvoir faire plus. Et vraiment, je le dis, il faut pas oublier que si on n'a pas des gens comme Garp et Koby au sein de la marine, au sein du Sword, pour comment dire, prôner les bonnes choses plutôt que la justice des dragons célestes, ça serait là vraiment la merde. Mais vraiment, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire ? Revenez, attention, je vous renvoie dans vos souvenirs. Vous vous souvenez d'Alabasta ? Smoker laisse Luffy sauver Alabasta. Il sait que c'est pas la marine qui a sauvé Dressrosa. C'est pas la marine qui a sauvé Alabasta. Mais si Fujitora n'aide pas les Mugi, n'aide pas les pirates, n'aide pas Luffy, si Smoker ne laisse pas faire Luffy, s'il n'y a pas ces bons marines comme Fujitora, Garp, Koby, Smoker, eh bien ça serait compliqué. Et ça serait encore plus difficile le monde de One Piece. Pourquoi ? Parce que si, imaginons, c'est un tout autre amiral qui vient sur Dressrosa. Pour ne prendre que Dressrosa. Le roi Doflamingo. Il aurait visé l'équilibre. Il aurait dit non, je laisse l'équilibre, j'arrête Luffy. C'est ce que vous aurez voulu pour les citoyens de Dressrosa ? Non mais je vous pose vraiment la question. Ça c'est pour tous ceux qui disent ah ouais mais Garp c'est un salopard de rester dans la marine, regardez son fils, lui il est parti machin. Non, c'est parce que t'as besoin de ces gens comme Garp au sein de la marine, comme Smoker, ces bons marines qui laissent faire les bonnes actions, même si elles sont faites par ceux qu'on catégorise de mauvais, des marines qui comprennent que non, il y a des bons pirates, il y a de bons rois.
Parce que oui, tous les rois ne sont pas mauvais, comme le roi de Sorbet, comme de Flamingo. Tous les dragons célestes ne sont pas mauvais. Bon, alors... ouais, si, dans la globalité, ils sont tous mauvais. Eux, on peut le dire. C'est très rare, les dragons célestes, quand même, qu'ils soient bons. Enfin voilà, non mais c'est important pour moi de vous le préciser parce qu'il faut pas croire que faut pas que l'idée de Dragon et Témarine il s'est barré, ça vous fasse croire que non, Dragon voulait juste faire plus, c'est-à-dire que l'action que mène Dragon contre le roi de Sorbet, c'est impossible pour lui en tant que marine, parce qu'un marine est dans un système corrompu. Et donc le problème c'est pas la marine, le problème c'est le système corrompu. Et si dans ce système corrompu, t'as pas quelques marines qui aident à faire que le système par moment soit un peu déjoué pour faire des bonnes choses, eh ben tu t'en sors pas. Mais Dragon, le seul truc c'est que pour aller faire tomber un roi, s'il avait été marine, ça aurait été compliqué. Voilà. Bon, c'est quand même très cool parce que Ivankov dit tu veux seulement aider les gens, tout ça, mais les marines aussi, les bons marines aussi, hein. Depuis le début, c'est ça ce qui est bien avec One Piece, c'est qu'on voit que ce n'est pas un univers manichéen. Il y a du bon et du mauvais en toutes choses, les amis. Et on le voit dès le début. Souvenez-vous, l'arc de Nami où on voit la pauvre qui se fait voler tout l'argent récolté pour acheter le village de Fuchsia par le marine avec ses, j'ai plus son nom là, avec ses trucs de ratas là. Bon, mais on le sait depuis le début. Il y a des bons marines, des mauvais marines. Voilà, des bons et des mauvais pirates. Et voilà, bon, tout simplement, des bons et des mauvais grands corsaires, vous voyez ce que je veux dire? Bon, des bons et des mauvais empereurs, on peut le dire comme ça aussi, des bons et des mauvais amiraux, voilà, ok? Bon, on voit d'ailleurs que on voit que malgré le temps qui passe, c'est ce que je vous disais, Kuma par moment revient de temps en temps sur Sorbet, les gens sont contents de l'entendre, de le revoir, ils sont inquiets pour lui, donc ils lui disent de revenir, parce que tout simplement Kuma a suivi Dragon, et donc là on va découvrir Ginny qui est donc devenue la capitaine de l'armée révolutionnaire de l'Est, c'est quand même pas rien, hein, elle est devenue une des boss finalement de l'armée révolutionnaire, elle est extrêmement classe, j'adore son chara design, à deux doigts de tomber amoureux tellement elle est classe, vraiment je la trouve magnifique, j'adore en plus, alors peut-être que vous ne connaissez pas cet artiste, mais Aurora avait un peu une coiffure comme ça aussi, avec une sorte de je sais pas si on peut appeler ça un carré, mais des cheveux un peu plus courts et devant des cheveux un peu plus longs. Aurora avait un peu ce style de coiffure. Bref, artiste vraiment top si vous connaissez pas Aurora. C'est celle qui a fait Aurora, la chanson de Nami dans le live action, si jamais. Voilà, comme ça, hop, je fais une petite référence à elle avec un peu de logique. Et en fait, on voit que Ginny est contente de retrouver demain Kuma, parce qu'elle va retrouver sa division. Donc on peut estimer, vu que le temps est passé quand même, parce qu'il faut se rendre compte que entre la page où on voit Kuma revenir sur Sorbet, c'est 8 années dans son flashback, et quand on revoit Ginny, c'est encore... on est encore dans une autre temporalité, donc le temps est passé et donc leur relation a avancé et donc elle est contente de retrouver Kuma, et donc possiblement on peut le dire, on ne l'a pas vue enceinte, mais est-ce qu'elle a déjà eu sa grossesse? Là, en fait, là est la question, et c'est pour cela que nous allons finir la critique sur ça et parler de ce que je vous disais lors de la réaction live. Et si Bonnie était Ginny? J'y crois pas trop, mais tout de même, je veux émettre l'hypothèse. Je m'explique. Comment bien vous l'expliquer? Le temps a passé, on n'a pas vu le bonheur de Kuma et Ginny d'être donc de Ginny être enceinte et donc de fonder une famille. On a vu Kuma dans ce chapitre, ça pète un peu aussi ma théorie de Ginny mère de Nami, mais moi je suis objectif, je vous l'ai dit, c'est pas grave, moi je dis les choses. On l'a vu même refuser le mariage par peur, par souvenir de sa famille. Possiblement, il n'y a rien eu entre eux. Possiblement, Ginny et Kuma n'ont pas eu une histoire d'amour, c'est possible. Moi, l'idée que j'ai, c'est... Pour moi, il y a trois possibilités. Soit Kuma et Ginny
s'aiment mais n'ont pas eu de relation parce que Kuma a trop peur, et voilà. Soit Ginny et Kuma ont une relation parce qu'ils sont passés outre mais n'ont pas eu d'enfant. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que Ginny, qui est capturée dans ce chapitre, dans cette fin de chapitre, par quelqu'un... en fait, moi l'idée que j'ai, c'est que tout simplement, Ginny n'a pas l'air d'avoir de fruit du démon dans ce chapitre. Est-ce que Ginny n'aurait tout simplement pas été capturée par, va savoir, un amiral ou qui que ce soit, ou même, qui sait, mais vraiment, alors là, on est vraiment un chevalier divin qui l'aurait reconnu et qui serait venu la traquer et la capturer là où elle se situe, dans ce certain royaume. Et en fait, comme ils le font avec les esclaves, on lui aurait donné le fruit de Bonnie, j'ai plus son nom. Comment il s'appelle déjà son fruit à Bonnie? Le Toshitoshinomi, pardon. Donc le fruit de l'âge, et que tout simplement en mangeant le fruit de l'âge, elle aurait perdu ses souvenirs. Bon, c'est un peu bizarre parce que quand même, Bonnie appelle Kuma papa, donc c'est qu'elle a quand même un lien avec Kuma. Donc, bon. Mais, donc ça serait pas le fruit. Mais si c'est pas le fruit, est-ce que ça ne pourrait pas être? On lui donne le fruit, et puis elle se retrouve avec Vegapunk à faire des expériences, et donc elle est possiblement, lui ordonne à Vegapunk de, comme Akuma, lui faire perdre la mémoire, et Vegapunk lui aurait juste laissé à Ginny une petite bride de mémoire en la libérant, comme quoi Kuma est son papa, tu vois. En fait, on peut imaginer beaucoup de choses, mais encore une fois, c'est très, tu vois, c'est très, mais pourquoi pas, ça expliquerait. J'y crois pas trop, mais il faut se dire que c'est... Peut-être, tu vois, on sait pas. J'y crois pas trop parce que je pense que... Vous vous souvenez la fois où on voit Ginny être sauvée quand elle est crachée hors de l'eau et que Luffy la récupère avant de commencer l'arc Egghead, on la voit dans une forme d'enfant. Ce qui, moi, me fait penser que, en fait, Bonnie est une enfant. Est encore qu'une jeune enfant qui prend une forme adulte, mais qui est... Mais... Va savoir, peut-être je me trompe, mais je pense que vu qu'on l'a vu sortir de l'eau, ses pouvoirs étaient annulés à cause de la mer, et donc vu qu'on l'a vu dans l'eau être sauvée et qu'elle avait une forme d'enfant, c'est que c'est une enfant. Mais peut-être que je me trompe, ou peut-être une personne de petite taille, mais ça serait étonnant si réellement Kuma, un boucanier, est son papa, hein. Bon, et alors la troisième hypothèse, c'est tout simplement que Ginny a été déjà maman et qu'elle a été capturée, et bon bah ça en est fini de Ginny étant donné qu'on n'en connaît pas dans le temps présent, mais donc elle aurait déjà donné naissance à ses enfants, et donc elle est capturée, voilà, en étant déjà maman. Et donc Bonnie et Bonnie, la fille de Ginny, sœur de Nami, lol, enfin voilà. Et pour finir, quand même, il faut parler du dragon à la fin du chapitre, au moment où Ginny est capturée et qu'il apprend la nouvelle. Il a donc son tatouage sur le front qui reprend exactement, pas trait pour trait, mais les motifs de son bandage au niveau de la jambe. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Ce tatouage, et que je suppose qu'il a une signification, mais je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Voilà, je vais pas faire le mec, je n'ai aucune idée. Les amis, c'était un super chapitre, néanmoins on est dans la continuité de l'histoire de Kuma. C'est vraiment cool de voir que Kuma, je pense qu'il y a des années, il y a une dizaine d'années, quand j'ai découvert Thriller Bark, jamais je n'aurais pensé 10 ans, 15 ans plus tard, être là devant vous et parler autant de ce si beau personnage, de cette si belle histoire. J'ai hâte de savoir ce qui est malheureusement, je pense, arrivé à Ginny. Je pense qu'elle est, je vais vous le dire, je pense qu'elle est morte. J'ai même peur que dans le prochain chapitre on commence à sortir du flashback ou qu'on revienne dans le temps présent, parce qu'on peut voir que quand il est dans un flashback, Oda met toujours, vous savez, les... Enfin, bref, j'ai peur, bref on s'en fout. Non mais j'ai peur qu'on revienne au temps présent, je sais pas trop. J'espère qu'on aura la fin et suite de l'histoire,
Mais je sais pas. Les amis, en tout cas, j'espère que cette critique analyse vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant là. Je vous mets une vidéo juste ici. Dans la description, le lien du Discord pour ne louper aucune sortie vidéo ou de live. Le lien de la chaîne Twitch, n'hésitez pas à me follow. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis prenez soin de vous. À très vite dans le chapitre 1098. Salut tout le monde.